Bon. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette discussion au sujet de répondre aux incidents graves de violence caractère sexuelle aux établissements postsecondaires. Je suis très contente de vous offrir le bienvenu. Mon nom c'est Farah Khan, je suis directrice exécutive de Courage d'agir. Notre formation aujourd'hui, c'est une partie de notre série sur le partage de savoir au sujet de plusieurs différentes expériences à différents sujets. Aujourd'hui, nous avons les rédactrices du livre de travail sur les réponses aux incidents graves de violence à caractère sexuel au établissement postsecondaire. C'est librement disponible sur notre site web. Alors, je vous encourage de aller le télécharger, le partager. C'est un excellent outil. Un autre rapide sur le langage et notre accessibilité. On a le sous-titrage en direct qui est disponible. Vous pouvez avoir accès à travers le lien dans le porte-éclair d'âge. On a aussi l'interprétation simultanée vers le français qui est disponible sur l'appel Zoom, sur le menu en bas. On va aller maintenant à la prochaine diapo. Ce travail prend place sur et à travers les territoires traditionnels de plusieurs différentes terres autochtones. Je suis présentement sur le terre des Mississauga of the Credit, les Anishinaabe, les Chippewa, les Haudenosaunee et les peuples Wendat. Et maintenant, on a maintenant la présence de plusieurs différentes Premières Nations, personnes inuites et peuples Métis. Toronto est couverte par le traité 13, un accord qui était signé par plusieurs différents groupes du Mississauga of the Credit et Chippewa. Cet accord a été rompu par les colonisateurs européens. Le processus de colonisation au Canada dans les derniers 2 siècles a mis en place une génocide systémique de peuples autochtones sur ces terres. Nous voyons encore ces actes de colonisation et de génocide dont la stérilisation forcée des femmes autochtones, l'épidémie de femmes et filles autochtones et personnes deux esprits qui ont disparu ou été assassinés, la surreprésentation d'enfants autochtones dans les services de protection de la jeunesse, la criminalisation des peuples autochtones et leur surreprésentation dans les prisons et le racisme environnemental, le vol des terres autochtones. En se rassemblant, répondre aux expériences des violences basées sur le genre, il faut qu'on reconnaisse que ceci est une lutte décoloniale. On ne peut pas séparer ces enjeux. Soutenir la décolonisation et la souveraineté autochtone est critique à notre travail. Aujourd'hui, nous allons prendre action en invitant tout le monde à lire le rapport final de l'enquête nationale sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées. Et vous pouvez aller chercher ce rapport avec votre institution pour pouvoir répondre aux appels d'action et en suivant le lien dans le clavardage. Laisse-moi partager un peu au sujet de Possibility Seeds. Elle est responsable pour le projet Le Courage d'agir. On est une service de consultation dédié aux justices basées sur le genre, l'équité et l'inclusion. Nous croyons que c'est possible de créer des espaces de travail des organismes sécuritaires pour tous et toutes. Avec plus de 20 ans d'expérience en travaillant avec des communautés, des organismes communautaires, le gouvernement et d'autres acteurs clés, nous sommes très investis dans ce travail. Nous sommes présentement responsables pour l'initiative Courage d'agir, une initiative pan-canadienne pour répondre aux violences basées sur le genre sur les campus universitaires et collégiales à travers le Canada. C'est basé sur le rapport qui a été publié, Le Courage d'agir, élaborer un cadre national pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe dans les établissements d'enseignement postsecondaire. C'est la première initiative à rassembler plus de 3500 acteurs clés et et plus de 170 expertes sur les violences basées sur le genre et qui travaillent sur ces enjeux sur les campus au Canada. Aujourd'hui, en particulier, nous discutons un sujet très chargé, les crises sur les campus liées aux actes de violence à caractère sexuel. Donc, c'est un sujet qui est très sensible.
beaucoup d'entre nous sont épuisés par ce travail, ils ont été traumatisés par ce travail. Alors, c'est très important de prendre soin de nous pendant cette discussion. Si vous avez de l'eau avec vous, c'est toujours important. Assurez-vous d'être bien installé et de faire un plan pour le suivi après cette discussion. Vous êtes important, on a besoin de vous dans cette discussion et c'est important que vous preniez soin de vous. Et vous pouvez aussi aller dans la salle de discussion de CARE en suivant le lien qui est dans notre clavardage. Pour nos présentatrices, on est très excité de vous introduire aujourd'hui. C'est des personnes avec lesquelles je travaille depuis 5 ans et je suis très excité de pouvoir continuer cette discussion avec eux devant vous. On a Deborah Ericus, qui est co-responsable pour le groupe de travail en signalement, enquête et processus décisionnel. Amal Elmi est responsable pour l'éducation, équité et service à l'Université Carleton et membre du groupe de travail sur les réponses et soutien. Et Sarah Scanlon est aussi une directrice associée pour la réponse aux violences à caractère sexuel à Wilfrid Laurier University. Et moi, je suis Farah Khan, je suis PDG de Possibility Seeds, directrice exécutive de Courage d'agir et co-responsable pour le groupe de travail réponse et soutien. Alors, commençons cette discussion. Une des choses qu'on a vues quand nous avons rassemblé cette groupe, et je vais vous dire que ce guide nous a pris le temps pour développer ce que nous avons présentement. Il y avait beaucoup de discussions dans notre groupe. On a pris le temps pour se dire qu'est-ce qu'on veut. Et on a créé quelque chose complètement différent. On s'est dit, finalement, ça fonctionne pas. Il faut recommencer. Alors, on a continué nos discussions, continué à développer. Et comme ça a été dit, cet outil est encore en développement. Il y a d'autres choses à ajouter. Chaque fois que je le passe à Deb, elle en ajoute plus. C'est fantastique. Et une chose qu'on a discuté, c'est qu'est-ce qui arrive à nos institutions, à nous, quand on entend parler d'un incident grave. Donc, il y a un récit d'un étudiant, une étudiante qui va viral sur TikTok. Il y a un membre du corps d'enseignant qui vit un harcèlement en cours. Il y a quelqu'un qui est responsable pour un harcèlement en série sur plusieurs étudiantes sur le campus. Nous allons toutes à la même place, cette réponse de fuite, de lutte ou d'inhibition. Il faut se demander qu'est-ce qu'on peut faire. On est dépassé en tant qu'institution ou on se met en action. Il faut essayer de tout résoudre tout de suite et ça nous laisse sans plan et on dirait qu'il n'y a rien qui va de l'avant. À chaque fois que je parle avec les survivantes de violences à caractère sexuel, on discute les choses qui sont communes entre nous toutes. Un sens de responsabilité, de honte. Et je pense qu'il y a une réponse similaire quand on témoigne d'une violence collective. Et je veux reconnaître le travail de nos collègues à Wilfrid Laurier. Et quand on s'est rassemblés, on a eu des discussions pour essayer de dire comment est-ce qu'on peut répondre la honte, la responsabilisation et la peur, comment qu'on peut aller au-delà de l'inhibition en tant que communauté sur les campus pour être proactif. Alors, on voulait développer une guide concret qui peut nous permettre à être proactifs dans ces situations. Et c'est ça le base de notre discussion aujourd'hui. On va aller à la prochaine diapo. Nous allons discuter de 3 temps séparés avant un incident, pendant un incident et après un incident. Dans chacun, on va couvrir les 5 C. Convoquer, collaborer, coordonner, communiquer et care, prendre soin. Alors, nous allons prendre le temps de chacun partager nos expériences, nos pensées là-dessus. Une chose que j'ai appréciée beaucoup dans le guide, c'est qu'on a débuté avec le soutien en premier. Fréquemment, quand il y a des grandes discussions au sujet des violences sexuelles sur les campus, le monde vont toujours tout de suite au signalement. Il faut faire un rapport aux policiers, il faut judiciariser la situation, puisque nous, on dit il faut débuter avec le soutien d'un point de vue des personnes qui ont vécu des dommages, des torts. Ça leur prend du compassion
et l'écoute avant qu'on va à une place de judiciarisation, à signalement. Si on s'en va voir quelqu'un, puis on leur demande de tout nous raconter, puis tout investiguer avant qu'elles se sentent en sécurité, on va pas pouvoir les informations qui sont nécessaires. Donc, ça, c'est notre méthodologie à travers le travail. On a discuté de l'inclusion, l'accessibilité, la transparence, qui sont tous des aspects de ce soutien. Mais pour nous, il faut commencer avec le soutien. C'est le premier élément crucial et c'est de là que nous avons commencé. Alors, je vais commencer avec Deb parce que ça, c'était vraiment ton section, je dirais, d'amour. Tu as rentré là-dedans, tu voulais te mettre l'avant. Oui, merci beaucoup, Farah. Vous allez voir dans le guide que la section pour l'avant-incident, c'est le plus long. C'est pas pour rien. Il faut planifier, planifier, planifier. Comme ça, s'il y a quelque chose qui arrive, vous avez un plan sur place. Tout le monde sait qu'est-ce qu'ils et elles ont besoin de faire. Donc, même de manière structurelle dans le guide, c'est une réflexion de qu'est-ce qu'il faut faire sur vos campus. Et cet rôle de prendre le soutien dès le début est si important. C'est très important d'articuler le rôle de l'institution à débuter avec le soutien. Ça commence avec le soutien. Quand il y a quelque chose qui arrive, on commence pas avec les politiques, assister la police avec nos investigations, faire leur propre investigation. Il faut commencer avec le soutien. Mais une chose que je trouvais très importante de discuter, quand la police est impliquée, puis avec des situations graves, c'est assez commun que la police pourrait être impliquée dans un incident grave, de l'anticiper et d'essayer d'anticiper le dommage qui peut être causé par la présence de la police sur le campus et avoir des mesures en place pour soutenir les personnes qui ont été affectées. Puis ici, on ne veut pas juste dire les survivants survivantes, mais les témoins qui sont passés en notre vue, les communautés qui ont de l'expérience à voir la violence de la police, donc les communautés noires, les communautés racisées, les communautés marginalisées. Dans la société, on veut s'assurer que ces individus, ces communautés ont le soutien sur le campus qu'ils et elles ont besoin. C'est aussi important d'être clair que l'implication de la police peut causer des dommages. Il faut mitiger ces dommages. Alors, pour essayer de réduire ces dommages, on a discuté d'avoir une mémorandum de compréhension avec la police, un accord pour bien élaborer c'est quoi le rôle de la police dans un incident grave quand ça va arriver. Et c'est pas une question de si ça va arriver, c'est quand ça va arriver. Mais j'arrêterai là, puis je retournerai la parole à Farah, je pense. Merci, Deb. Et cet élément que ce n'est pas simplement une question de si, c'est toujours une question de quand, c'est très important aussi. Et on voit beaucoup des personnes qui essayent de penser que les incidents de violence à caractère sexuel sont des anomalies, sont rares, mais en réalité, c'est quelque chose qui arrive fréquemment, trop fréquemment, et même si c'est pas rapporté dans les nouvelles, il faut se préparer, savoir que ça va arriver, qu'on a tout en place pour la communication et le soin collectif. Pour moi, un des éléments les plus importants, c'est d'avoir un plan au sujet de la communication. Moi, j'ai beaucoup mis mon emphase sur la section sur la communication, avoir des choses déjà en place. Si vous savez qu'un incident grave pourrait prendre place, est-ce que vous saviez comment répondre à un signalement sans retraumatiser l'individu, comment répondre aux étudiants et étudiantes qui se sont dépassés par ce moment et qui vivent une situation de panique, une attaque, comment répondre à ces différentes situations. Il faut savoir qui est sur appel dans chaque soirée, qui a l'information qui est nécessaire, qui va le partager, et c'est quoi une absence de téléphone. Les choses n'ont pas juste besoin de passer par courriel. Des fois, il faut être plus agile que ça. Et c'est aussi très important de reconnaître la confidentialité. Les personnes survivantes ont un droit à la confidentialité. Alors, on a beaucoup discuté de ces enjeux. Je vais passer maintenant à Sarah. Merci.
Je pense qu'il y a un langage que nous utilisons dans le livre de travail c'est la cascade des impacts qui ressort d'une expérience de violence à caractère sexuel. Parce que je pense dans le passé, j'aurais parlé de différentes façons, mais l'idée d'un cascade, ça nous démontre que un élément déclenche un autre élément qui déclenche un autre élément. Ça peut finir avec un impact très large sur toutes les personnes survivantes et la vie des personnes de leurs proches aussi. J'ai mon sentiment assez fort au sujet de les bureaux qui répondent aux violences caractère sexuelles sur les campus, leur rôle dans ces situations, c'est leur responsabilité de répondre à ces situations et c'est important pour eux de cartographier tous les différents impacts possibles sur la vie des personnes survivantes. Donc, quand on regarde à un incident grave, étant donné que c'est plus d'attention de la communauté, des fois du média, de différents bureaux. Il peut y avoir plus de risques, des risques pour augmenter les dommages, des risques pour attention médiatique. Alors, il y a d'autres besoins qui commencent à monter dans l'hierarchie de l'importance au lieu de mettre l'emphase sur les cascades d'impact très, très sérieux qui peuvent changer la vie des personnes survivantes. C'est très important que le bureau responsable pour répondre aux violences sur les campus garde une attention aux survivants au lieu de juste réagir avec l'institution pour essayer de un peu couvrir leur réputation, de continuer à centrer les personnes survivantes et les dommages très réels qu'ils et elles peuvent vivre. Alors, je vais le répéter constamment. Comment est-ce qu'on inclut cette bureau? Comment est-ce qu'elle prend le devant? Comment est-ce qu'on peut comprendre leurs besoins? Qui est responsable pour communiquer avec eux, pour les représenter? Des fois, quand les personnes ont responsabilité qui peuvent être très réactifs, mais les personnes qui travaillent dans le bureau, ça, c'est leur boulot quotidien à répondre à ces sortes de dommages. Il y a d'autres pressions dans des incidents graves qui peuvent avoir un impact, mais il faut toujours centrer les besoins des personnes survivantes. C'est eux qui et elles qui vivent les impacts principaux. Comme vous voulez le voir, c'est une discussion très large, puis nous sommes toutes très investis là-dedans. Amor, peut-être tu pourrais rentrer. Je sais que moi et toi, on a beaucoup discuté de cette question de comment s'assurer que tout le monde travaille ensemble. Oui, merci, Farah. On a eu beaucoup de discussions quand on discutait d'avoir un plan en avance qui serait présent autour de la table pour soutenir ce qui est livrable dans le plan et s'assurer que les bureaux qui répondent aux VAX ne sont pas les seuls responsables pour s'assurer que le plan est mis en œuvre, de s'assurer que le travail va pas simplement tomber au pied d'un comité décisionnel dans l'institution qu'il faut avoir une implication plus large, peut-être l'affaire étudiante, peut-être le bureau de communication, comme Farah a dit, les communications, c'est un plan, partie très importante de ce plan. Et les choses vont aussi évoluer. Et nous avons discuté de tous ces éléments, que la situation va changer rapidement. Peut-être appeler d'autres bureaux qu'elles puissent venir offrir du soutien. Peut-être ça demande l'implication des ressources humaines s'il y a des impacts sur les employés. Peut-être qu'il va avoir besoin de soutien les syndicats sur le campus. Et vous allez probablement avoir besoin de soutien du bureau d'aide financière ou les conseillers et conseillères pédagogiques. Donc, essayer de s'assurer que tous ces éléments sont considérés et mis en place en avance, c'est crucial. Quand on pense à qui sera autour de la table, il faut aussi s'assurer d'avoir des valeurs partagées ou des principes qui guident le travail.
peut-être qui sera fait, qui est très nouveau. Peut-être que vous n'avez pas travaillé étroitement avec votre équipe de communication. Alors, la raison qu'on a mis ça dans l'avant-incident, c'est d'essayer d'être intentionnel avec l'importance de ces relations pour que, bon, on ne veut pas avoir des bureaux qui répondent aux VAX, qui sont en train de développer des plans de communication, qui travaillent des samedis, des fins de semaine pour essayer de tout mettre ça en place. On veut essayer d'être très intentionnel dans l'avant-incident, de s'assurer qu'on sait qui a besoin d'être autour de la table, qu'est-ce qu'on a besoin pour s'équiper avec une équipe complète qui va pouvoir répondre et que tout le monde soit clair sur leur rôle et responsabilité dans le cas d'un incident. Merci, Amand, c'est tellement clair. C'est pourquoi c'est tellement important d'avoir une équipe en place bien avant qu'un incident arrive. Et c'est très important. En tant qu'experte sur la réponse au VAX, je ne suis pas une experte dans la communication. On a besoin d'avoir ces personnes autour de la table. Avoir les administrateurs de l'université autour de la table pour s'assurer qu'on a un plan compréhensif. Alors maintenant, la prochaine section que nous allons discuter, c'est pendant l'incident. Et je pense que ce que l'on a tout dit, c'est qu'il faut que le travail soit fait avant un incident pour que vous n'êtes pas pris par la crise pendant l'incident. Et c'est impossible de tout prévoir en avance. En tant que quelqu'un qui a travaillé dans ce domaine depuis longtemps, chaque incident est différent, il y a toujours quelque chose de nouvel, mais si on a la base, la fondation qui est en place, on a plus de capacité pour répondre aux nouveautés et changements. Le premier élément que je discuterai ici, ça serait la communication. Encore de vous assurer que vous avez un plan de communication, vous avez des modèles de fait et maintenant vous le mettez en place. C'est qui a besoin de communiquer? C'est quoi l'information que vous avez besoin de partager avec qui? Il y a les administrateurs et de l'université, les personnes survivantes, leurs proches, des communications avec la communauté plus large. On a besoin de transparence. Les personnes veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Mais en même temps, c'est important de considérer le respect des personnes survivantes. Il y a une limite aux quantités d'informations qu'on peut partager sans causer des dommages à la personne survivante. Il y a des dommages qui ont déjà été faits et des fois, il y a tellement de transparence que ça cause plus de dommages à la personne survivante. Ça enlève leur autonomie. Alors, je pense que la communication est vraiment critique. Deb, pour toi, qu'est-ce que tu as trouvé le plus important pendant un incident? Moi, je pense que je veux encore renforcer l'importance de comprendre les différents rôles. Donc, encore, si la police est sur le campus, on a besoin de faire de l'espace pour qu'elles puissent faire leur travail, d'enquêter sur un crime. Notre rôle en tant qu'institution postsecondaire, c'est d'offrir le soutien avant tout. Il faut reconnaître la présence de la police. On veut les aider, leur offrir accès aux différents édifices, mais on ne va pas essayer de faire leur travail pour eux. On essaie de s'assurer qu'on a du soutien pour des personnes qui ont été traumatisées, soit par l'événement elle-même ou par la présence du police. Et je pense que c'est important de dire que c'est pas le moment de faire des enquêtes, de penser à faire des sanctions officielles. Il faut gérer la crise dans le moment et après, on peut discuter comment mettre en application les politiques de l'institution. Donc, pour moi, je pense que c'est le plus important pendant l'incident parce qu'il y a beaucoup de pression pendant l'incident de tout faire et il faut qu'on passe à travers un processus équitable et vraiment, il y a beaucoup à considérer dans l'application de les politiques de manière équitable. Qu'est-ce qui est important pour toi, Sarah? Un élément pour moi, je travaille sur les vax spécifiques au campus à Wilfrid Laurier depuis 7 ans. Puis une chose que j'ai vraiment vue en travaillant avec l'institution, puis à diriger un bureau, c'est la manque de coordination et le manque de capacité et formation autour le développement de capacités pour gérer les risques. Je pense qu'il y a beaucoup de
personnes, même qui travaillent sur le terrain, ne sont pas formées dans la risque de la manière qu'il et elle devraient l'être. Je pense que une des étapes les plus importantes et quand on discute de la communauté, et c'est une des raisons pourquoi j'adore ce modèle, parce que quand on regarde aux communautés, ça a été développé d'une façon pour s'assurer que les personnes survivent. Littéralement, les personnes ont été amenées ensemble pour évaluer les risques, parce que différents individus avaient de l'information qu'il fallait rassembler pour qu'on puisse faire des évaluations de risque avec toutes les informations possibles. On n'a pas toujours beaucoup de temps pour faire une évaluation de risque avec la personne survivante. On ne peut pas nécessairement avoir accès aux personnes qui ont causé des dommages. On n'a pas toujours toute l'information au sujet de le logement, addiction, les crises de santé mentale. Donc, c'est crucial que chaque personne qui a l'information puisse pouvoir l'offrir à quelqu'un qui peut faire une évaluation de risque solide. Et ça nous offre la chance de s'assurer qu'on réduit le risque que la situation continue à développer. Et donc, c'est tout de suite après l'incident, dans les premiers 24-48 heures, il faut faire cette évaluation de risque immédiatement et je pousse les institutions à reconnaître et prioriser une évaluation de risque basée sur les violences basées sur le genre. Beaucoup de modèles d'évaluation de risque manquent ce point de vue de les violences basées sur le genre et Possibility travaille très fort sur un modèle qui inclut ces éléments et je trouve que c'est tellement important. Moi, essentiellement, je mets ensemble 6 différents modèles pour faire ce travail à l'interne, mais un nouveau modèle qui va être lancé en septembre 2023. Ça va être sur campus au sujet des violences basées sur le genre. Gardez un œil pour ça. Et je suis très excité pour le travail qui a été fait sur l'évaluation de risque. Je pense que ça va vraiment changer le jeu pour beaucoup d'entre nous. Amand, pour toi, qu'est-ce que tu as vu dans cet aspect, ces éléments qui est très important? Pour moi, je pense que l'élément le plus important, c'est le care, le soin. On a eu beaucoup de discussions au sujet de qu'est-ce que ça veut dire d'offrir des soins qui sont centrés sur les personnes survivantes et on a encore continué de développer ça. Quand on essaie de penser aux soins, il faut penser aux personnes en première ligne, fréquemment des travailleurs sociaux, il faut penser aux proches aussi et les employés, le corps enseignant, les employés de l'université qui ont vécu des impacts et essayer d'offrir des soins de manière très large. Ça peut être des accommodements qui sont offerts, certainement des accommodements pédagogiques. Et Possibility Seeds vient juste de lancer un boîte à outils sur les accommodements pédagogiques, tous les différents soutiens que les personnes survivantes pourraient avoir besoin dans le contexte postsecondaire et aussi d'essayer de penser des personnes qui sont responsables pour des dommages, pour s'assurer qu'ils sont en lien avec des soins aussi. Et je pense que c'est important qu'on s'assure que les travailleurs de première ligne soient soutenus de manière adéquate. C'est quand on discute d'incidents graves, une crise, c'est des situations où il n'y a pas déjà l'épuisement professionnel. Ça peut résulter en une forme d'épuisement pour les employés de première ligne qui sont impliqués dans cette situation. Peut-être qu'il faut offrir des congés, de regarder dans la communauté pour pouvoir offrir du soutien si on n'a pas des ressources adéquates sur les campus. Est-ce qu'on a besoin de soutien de centres de ressources communautaires locales? Mais c'est très important de s'assurer que ces employés sont bien soutenus. Si on pense à des crises, des incidences graves, ça va aller au-delà d'une semaine de travail normale, lundi, vendredi, 9 à 5. Ça va impliquer du travail en soirée, en fin de semaine. On ne veut pas se trouver dans une situation d'épuisement professionnel et
de manque de ressources pendant qu'on fait ce travail. Mais j'apprécie beaucoup que vous avez soulevé ce point. Vraiment, beaucoup de personnes qui nous ont dit, en situation de crise, les employés de première ligne offrent du soutien à tellement de différentes personnes. Elles se retrouvent sans soutien pour elles en même temps. Et dans le guide, nous avons discuté en profondeur les différentes formes que ça peut prendre et même dans la section de l'avant-incident, de faire du travail pour que les employés puissent dire c'est quoi des choses qui pourraient résulter dans des torts, des dommages pour moi et comment est-ce que je pourrais répondre et de planifier pour le soutien qui sera mis en place. Donc, c'est des éléments très importants. Merci. Nous allons passer à la prochaine section, l'après-incident. Et dans cette section, quand on était en train de développer ce guide, on allait juste faire avant, après, puis finalement, on s'est dit en trois parce que on a vu l'importance de nommer ce qui était à faire après un incident et la différence qui existe de le travail à faire pendant un incident. Et pour nous, ce qui est très important, c'est le care et la réponse aux traumatismes qui peuvent être vécus. Alors, il faut vraiment qu'on se demande, pose la question, est-ce qu'on est en train de créer des institutions qui peuvent répondre au traumatisme? Donc, il y a beaucoup de personnes qui pourraient manquer le langage pour répondre à ces questions. Tu pourrais envoyer plusieurs courriels pour savoir pourquoi il n'y a rien qui arrive, mais c'est une réponse au traumatisme d'essayer de trouver des réponses, des solutions. Donc, pour moi, un des éléments les plus importants dans cette session était en lien avec le soin, le care, pour s'assurer qu'il y ait du temps privé, bien sûr, pour la personne survivante qui a besoin de cette compassion et les personnes qui ont causé des dommages aussi ont besoin de cet soutien, mais aussi de les individus plus largement, des membres de la famille. Parce qu'il y a des personnes après un incident grave qui sont aussi en crise, avoir des ressources prêtes pour ces individus. Et ça, c'est une autre chose que Amal a mis de l'avant, d'avoir cette connexion avec des organismes extérieurs, que s'il y a quelque chose qui arrive, elles sont prêtes, que peut-être qu'il va y avoir un hausse de demande pour soutien après cet incident, du soutien pour les personnes qui travaillent sur la première ligne, qui ont été là pour offrir du soutien pour la communauté et pour la personne survivante, de les offrir à ces employés aussi du soutien extérieur qui n'est pas relié avec les ressources humaines ou même le bureau euh, qui répond au VAX que peut-être a besoin de ce soutien. Et aussi d'avoir des discussions sur le campus, dans la communauté. C'est très important de normaliser des discussions à ce sujet de les violences intersexuelles et de considérer les traumatismes institutionnels s'il y a une implication policière, étant donné la réalité passée et présente de beaucoup de différentes communautés sur les campus, de personnes racisées, de personnes queer. Il peut y avoir des traumatismes reliés à l'implication de la police et il faut penser comment offrir du soutien à ces individus et ces communautés aussi. Pour toi, Deb, qu'est-ce qui était un élément qui a ressorti? Mais il n'y a pas de surprise que je vais discuter les signalements et les enquêtes et que ça soit seulement fait après que le campus est sécuritaire, que le soutien est en place. Donc, c'est seulement à ce moment-là qu'on peut commencer à discuter les enquêtes. C'est un élément très important. Un autre élément que nous avons discuté par avant, c'est que les individus ne peuvent pas articuler leurs besoins si elles ne se sentent pas en sécurité. Alors, nous avons besoin de ce soutien, premièrement, et après, on travaillait avec les personnes qui ont vécu des impacts en lien avec l'incident pour leur offrir des options et leur soutenir à faire leurs propres décisions sur comment poursuivre. Donc, il y a beaucoup d'institutions qui se lancent tout de suite dans l'enquête à résoudre les choses, puis ils oublient cette étape de travailler avec les personnes qui ont vécu les impacts pour leur dire que ce n'est pas obligatoire, qu'on ne peut pas les forcer à s'impliquer dans un tel processus. Donc, quand quelqu'un décide de faire une plainte, un signalement,
Sous le politique, il faut suivre le politique de manière équitable, avec un processus informé par le soutien des traumatismes. Et on a besoin de cet processus équitable dans toutes nos réponses, particulièrement des réponses formelles. Et bien sûr, de prendre toutes les étapes pour la réduction des dommages. Et ça, c'est tout couverte dans notre guide compréhensif qui a été créé par Courage d'agir. Quand c'est l'institution postsecondaire qui décide d'initier une plainte, c'est important de communiquer aux personnes survivantes qu'est-ce qui est en train d'être fait, pourquoi, et que ces individus puissent choisir leur niveau d'implication si ils et elles veulent s'impliquer. Je pense que le dernier point que je mettrais de l'avant, que c'est la responsabilité de l'institution et pas les personnes survivantes de s'assurer que l'environnement reste sécuritaire. Il ne faut pas mettre de pression sur les personnes survivantes en disant, bon, si vous ne faites pas ça, peut-être d'autres personnes dans le futur vont vivre des situations similaires. C'est beaucoup de pression à mettre sur quelqu'un qui a déjà vécu autant de dommages. Donc, il faut penser comment, en tant qu'institution, qu'on peut prendre cette responsabilité et le mettre là où qu'elle devrait être. Mais tout le monde est en accord avec toi. Merci, Deb, d'avoir nommé ça. Et Sarah, pour toi, c'était quoi les éléments cruciaux que tu as vus parmi ces éléments? Non, mais ça, il y a quelque chose qui était juste au-dessus de mon microphone. Il y avait un X, je n'étais pas touché, de fermer, en tout cas, technologie. Un élément pour moi, je pense que vraiment toute cette section, je l'ai trouvé vraiment important parce que le processus bon, c'est ici qu'il faut se ralentir, de mettre l'emphase sur la communication, de continuer notre travail. Tout le monde qui me connaît vont savoir que c'est quelque chose que je mets de l'avant beaucoup dans le travail institutionnel avec les violences basées sur le genre, parce que historiquement, je pense que ça manque une emphase, une attention à ça, de faire du travail qui est informé et respectueux des traumatismes avec les personnes qui ont causé de dommages. Il y a beaucoup de bureaux qui répondent à ça. Les campus, c'est quelque chose qui est très nouveau pour la plupart des universités. C'est moins de 8 ans, pour d'autres moins de 5 ans que ces bureaux existent. Et en général, les personnes qui ont été embauchées, elles n'ont pas été embauchées pour travailler avec les personnes qui causent des dommages. Alors, moi, j'essaie de toujours pousser pour savoir comment est-ce que vous continuez votre relation avec la personne qui a causé des dommages. Moi, je pense que chaque personne qui a causé des dommages devrait avoir un intervenant qui ils sont assignés, qui ont une compréhension très claire de la violence, comment que ça survienne, d'où que ça vient, un modèle pour comprendre comment que la violence peut se reproduire. Elles ont besoin de voir l'humanité de la personne qui a causé des dommages sans réduire les dommages qu'elles ont causés ou potentiellement causés. Et vraiment une évaluation très compréhensif sur les dommages qui pourraient être causés. Des personnes qui ont peut-être pas eu l'intention de causer tous les dommages où ils l'ont causé et de passer à travers cette expérience. Fréquemment, ça peut résulter dans une idéation suicidaire. Donc, c'est très important d'offrir le soutien, référence, donc du travail en lien avec la redevabilité. Donc, il y a beaucoup de différentes options qui sont disponibles en lien avec ça, mais cette besoin d'être rebranché. Et ça, c'est une bonne évaluation des risques. C'est une bonne façon de s'assurer que les dommages ne vont pas se multiplier quand la personne qui est responsable pour des dommages est ramenée à l'intérieur avec la communauté et sont offerts du soutien, des outils qu'elles ont besoin, ils ont besoin pour se guérir et pour se rétablir. Et je mettrais de l'avant dans lequel je suis impliqué, Healing Habits and Waves. On a des entrevues de quelqu'un qui a été violé, la personne qui
la violer et c'est ça et c'est vraiment où il faut faire. Mais on a besoin de plus de ressources pour que ces sortes de possibilités puissent prendre place. Alors, Amal, si tu veux partager les éléments clés pour toi dans cette section, pour répondre aux questions. Une des choses que j'avais vues qui était très important, c'est la convocation de rassembler tout le monde autour de la table pour avoir une conversation, un post-mortem pour essayer de voir qu'est-ce qui manquait dans le plan, qu'est-ce qu'il faut changer. Et dans le guide, j'ai beaucoup apprécié qu'on a reconnu que tout le monde qui est impliqué dans l'équipe de la réponse à l'incident grave ont un rôle important à jouer. Donc, il faut créer de l'espace pour, bon, pas juste le travail qui a été fait, mais les impacts que chaque individu a vécu et comment qu'on peut se soutenir collectivement dans le futur en allant de l'avant. Un autre élément que j'avais trouvé très important, c'était la communication. Je sais que tu as mentionné l'importance de communication dans l'avant-incident, mais je pense que c'est aussi très important d'avoir une conversation après l'incident pour voir que notre plan de communication a réussi dans les intentions qu'on avait pour ce plan. Est-ce que les communications étaient faites de manière efficace, de manière respectueuse de les traumatismes? On se disait qu'il va y avoir beaucoup d'informations, que ça va aller rapidement. Donc, je trouve que c'est très important d'avoir une discussion après l'incident pour dire est-ce qu'on a réussi à répondre à une confusion dans la communauté? Est-ce qu'on a répondu à de l'information fausse ou différentes informations qui sortaient, qui étaient contradictoires? Est-ce que nous, on était responsables pour offrir de l'information qui était confondante? Oui, cet élément de le post-mortem dans le post-incident, c'était vraiment crucial d'avoir quelqu'un qui vienne pour assister à savoir comment que vous pourriez faire des choses différemment dans le futur et de développer un guide amélioré de qu'est-ce qu'on a mis de l'avant. J'avais vu plusieurs questions, alors je vais les mettre ensemble un peu. Il y a plusieurs questions en lien avec, bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre approche dans un incident grave où les personnes survivantes ne veulent pas faire un signalement? Donc, on a vu des situations où quelqu'un vient de l'avant sur les médias sociaux où les personnes disent, ben, j'ai entendu au sujet de ceci ou cela. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre quand il n'y a pas de signalement? Alors, je vais être très clair par le fait que le signalement, ce n'est pas le but final. Moins de 10% des personnes survivantes font un signalement officiel. Donc, c'est important de le garder en tête. Et il faut aussi dire que l'institution peut faire d'autres choses, même s'il n'y a pas de signalement officiel qui sont faits. On peut faire plus d'éducation, plus de formation. Et si on travaille d'un modèle qui débute avec le soutien, c'est un modèle qui met au centre du travail les personnes survivantes et il faut se demander comment est-ce qu'on peut soutenir les personnes là où ils et elles sont, que la justice n'a pas besoin d'avoir la même perspective de la manière qu'on l'entrevoit. Donc, vraiment essayer de penser à ces éléments et c'est ici que votre équipe de communication sont cruciales. Puis je suis très reconnaissante pour les équipes de communication avec lesquelles j'ai eu la chance de travailler. De dire comment est-ce qu'on peut avoir ces discussions complexes d'une manière qui ne réduit pas les peurs, les besoins de différents individus, mais qui respecte le fait que les personnes ont le droit de ne pas faire de signalement. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait répondre à cette question? Oui, j'aimerais peut-être ajouter un petit quelque chose, faire de la pousse que tu avais mis de l'avant, que un signalement, ce n'est pas le but final. Et je dirais même que le processus d'enquête ne répond pas aux besoins que la communauté fréquemment ressent. C'est des processus confidentiels, fermés en huis clos. On n'a pas une transparence, on n'a pas un exemple qui est fait et fréquemment, on n'a pas de justice pour la personne survivante. Elles ne réussissent pas à en ressortir avec ce qu'elles recherchent. On a beaucoup de différentes options qui sont disponibles à l'institution pour dire, pour montrer qu'il répond
C'est ça qu'on est en train de faire. On fait une analyse de la situation qui a mené à cette situation. On fait des changements dans notre culture pour essayer de s'assurer que ça ne se reproduit pas. Pour ajouter quelque chose aussi, je pense qu'il y a quelque chose qui, on pourrait dire, puis c'est en lien avec l'avant-incident, d'avoir des phrases structurées et j'encouragerais à la plupart des équipes de communication de toujours travailler avec votre bureau pour les vax. C'est très important, je pense, parce que les personnes fréquemment outrées de manière bon, valide, mais de manière qui ne s'aligne pas avec les besoins de la personne survivante. Donc, à l'Université de Dalhousie, il y avait un, un cas très significatif dans l'école, dans la médecine dentaire, et les femmes, les personnes survivantes ont choisi un processus restauratif, de justice restauratif, et la communauté, le pays a explosé, il disait que c'était tellement injuste, mais il n'y a personne qui demandait de manière plus large de qu'est-ce qu'elles voulaient, les personnes survivantes, et qu'est-ce qui était le mieux pour elles. Et moi, j'ai des courriels à chaque semaine de bon, quelqu'un qui a le processus. Donc, il est important d'avoir des lignes de préparer, de se dire que c'est entièrement inapproprié pour moi de vous offrir cette information. Notre responsabilité de travailler avec les personnes survivantes pour s'assurer que leurs besoins sont comblés, hein. Donc, si tu trouves que tu es déclenché par ces situations, ça on dirait que oui, je peux vous offrir des ressources à suivre, mais je vous assure qu'on c'est la personne survivante qui est en train de mener le processus, puis c'est ça qu'on fait. Et sinon, c'est les personnes qui envoient des réponses rapides et là, une escalation. Et les personnes publient des réponses de manière publique en lien avec des incidents qui ont pris place, qui va à l'encontre de la volonté des personnes survivantes et les processus de l'institution. Oui, à tout ça. Je pense que j'étais un petit peu émotif là, en réponse à ça, parce qu'il y a eu des temps où on a eu cette discussion de la raison qu'on voulait mettre en place ce guide. Il y avait tellement de différentes façons que les personnes répondaient à ces situations et soudainement tout le monde est une experte sur les vax. Puis on oublie la personne le plus importante, la personne qui a vécu une agression sexuelle. Et fréquemment, les personnes survivantes ne peuvent pas se parler aux médias au sujet de ça, puis il y a un sens, c'est tout un cirque médiatique où tout le monde décide c'est quoi la justice, la forme que ça devrait prendre, mais qui n'inclut jamais la personne survivante. Donc, il y avait le cas de la personne la survivante qui a décidé de ne pas aller de l'avant avec une procès judiciaire contre Jane Gomes et il y avait des personnes qui étaient outrées par cette décision, mais si c'était la décision de la personne survivante, on a besoin de la soutenir là-dedans. J'allais avec une dernière question parce qu'il nous reste encore un petit peu de temps. Il y avait deux différentes questions très similaires qui étaient mises de l'avant. Il dit, bon, c'est excellent, mais comment est-ce que je peux le mettre en œuvre dans mon institution? Une chose qu'on essaie de vous aider avec, c'est le guide, c'est pour beaucoup les personnes qui travaillent sur la première ligne, mais c'est aussi pour l'administration universitaire. Et on a eu l'implication de Janet Morrison, la présidente de Sheridan, Don, qui est administrateur euh, universitaire aussi, parce qu'on voulait essayer de s'assurer d'avoir leur perspective. Malheureusement, la discussion a besoin d'être centrée autour du risque et si vous n'avez pas une équipe pour répondre aux incidents graves, vous êtes en train de mettre votre institution, vos employés et vos étudiants et étudiantes à risque parce que c'est très important de traiter que cette situation comme une éventualité que ça va arriver. Et c'est avant la révolution qui met fin à tous ces systèmes qui créent les conditions pour les violences caractéristiques sexuelles. On a besoin d'avoir ces plans en place. Donc, ce que nous avons, c'est une équipe avec plusieurs différentes représentations de toute la communauté universitaire qui se rencontrent régulièrement pour
garder un œil sur qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut créer une culture de collaboration, que c'est pas une personne à un bureau qui va pouvoir être responsable pour tout ça. Sarah, une chose que j'ai trouvée plutôt pour encadrer un tel groupe, c'est de le traiter comme un bilan, de ramener des personnes autour de la table qui ont été, ils ont des connexions à différents bureaux, à répondre à différentes situations et de faire un processus de bilan et de débriefage. Bien sûr, le guide discute le bilan comme un aspect crucial de le processus et ça peut être une façon de lancer l'équipe, de se poser les questions. Qu'est-ce que ça aurait de l'air si on mettait quelque chose en place avant que quelque chose arrive? Donc, utiliser des questions qui viennent du guide pour diriger une discussion. Et ça peut être un peu plus, une manière un peu plus fluide pour créer ce groupe c'est clair que chaque bureau est en train d'échapper des balles et on a besoin de reconnaître chacune qu'on est tous en train de faire des erreurs de temps en temps et ce n'est pas le temps d'essayer de mettre la responsabilité sur d'autres bureaux ou d'autres équipes, mais de chacune prendre responsabilité pour qu'est-ce qu'on pourrait faire. C'est une façon de débuter ce dialogue. Et juste pour ajouter rapidement, une des discussions qu'on a eues, que si les personnes ne voyaient pas l'importance d'avoir un groupe de réponse pour les incidents graves, c'est que les politiques de nos universités pour lutter contre les vaccins vont pas nous donner toutes les réponses qu'on a besoin dans ces situations. Alors, il faut penser de façon plus large, plus holistique. On ne discute pas des enquêtes, de la prise de décision des comités. On est en train de discuter le soutien, le care, d'avoir un plan qui nous permet d'évaluer les risques et on est en train de mettre les universités dans une situation où on vont être dans la position d'offrir le soutien continu que les individus ont besoin. Je pense que ça, c'est un élément très important. C'est pas quelque chose qui peut être écrit dans une politique. Ça a besoin d'être une guide exhaustif, mais il faut aussi reconnaître que le guide que nous avons produit n'est pas exhaustif non plus. Il y a des choses que je savais qu'il fallait qu'elles soient dans le guide, mais il y a encore beaucoup à ajouter à ces sujets. Il y a des angles morts qui ont été manqués, c'est certain. Mais quand ces crises surviennent, on est une communauté. Fréquemment, on est les plus grandes communautés dans nos localités. Donc, avoir ces plans ici, c'est pour réduire les dommages, c'est pour prendre soin de les membres de notre communauté. C'est vraiment le care pour ces individus et c'est respectueux pour le traumatisme, ce que nous cherchons sur nos campus. Nous allons finir. Deb, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter avant qu'on finisse? Mais je trouve que c'est une excellente conclusion. Moi, je réitérerais une chose qui était nommée par avant, mais une chose que Farah a dit au début pour y revenir, c'est que c'est du travail qui est très difficile. Ça reste dans nos corps, dans nos cœurs. Beaucoup d'entre nous ont été touchés par la violence à caractère sexuel dans nos vies. Alors, prenez soin de vous. Prenez soin de vous ensemble. Cette idée qu'on a besoin d'être hyper professionnel en répondant aux incidents et on ralentit jamais pour évaluer notre propre état d'être. Il ne faut pas surprofessionnaliser et mettre de côté nos propres besoins. Je pense que c'est quelque chose de très important à garder en tête. Oui, je pense que la raison pourquoi autant d'entre nous voulaient faire ça, c'est parce que c'est quand les crises surviennent qu'on s'en rappelle dans nos carrières. Puis ça brise nos cœurs aussi quand tu tiens la main de la personne survivante ou tu es en train de parler avec un parent qui est détruit ou un membre du corps enseignant qui est en larmes avec quelque chose qu'ils ont entendu. Donc, ceci, c'est
ce n'est qu'un début. Si tu le lis et tu dis, ben, quelque chose qui manque ici, dis-nous-les. On va être très content de le savoir. Je vais simplement remettre les diapos pour conclure ici. On veut avoir vos courriels. On est très humble au sujet de ce projet. C'est gigantesque. Ça nous a pris longtemps de le faire. Et je veux reconnaître la rédactrice qui nous a vraiment assisté à compléter ce travail. Je vais vous laisser avec deux citations. C'est une de mes citations préférées de Rachel Redman. Cette attente qu'on peut être immergé dans la souffrance et la perte à chaque jour et que ne soit jamais touché par ça. C'est irréaliste. C'est comme s'attendre à marcher à travers l'eau sans se mouiller. Alors, si tu fais ce travail, le prochain diapo va couvrir un livre qu'on a tous lu, qu'on trouve très important. Il y a beaucoup d'entre nous dans cet espace qui dit, il y a beaucoup d'éléments sur ce cercle, cette idée qu'on peut jamais assez faire, une difficulté à répondre à la complexité, l'épuisement chronique, le peur, la responsabilisation des moments dissociatifs, des choses qui impactent les personnes qui font le travail. On peut pas assez le dire, mais on reconnaît avec tellement de force les personnes qui font ce travail. On rentre dans une récession, les personnes survivantes vivent des situations tellement complexes, il n'y a pas de solution magique. Alors, on vous demande d'être doux avec vous-même en continuant à avoir ces discussions. Si on a un réel engagement à mettre fin à l'oppression et à la violence, il faut qu'on s'engage entre nous. Il faut vivre cette vérité simple que nous avons besoin les unes des autres. Nous avons besoin les unes des autres. Donc, en faisant ce guide, il y avait des conversations, des discussions difficiles, et avoir différentes façons de penser ces éléments. Je suis tellement contente d'avoir mes co-rédactrices ici et je veux reconnaître Laura, Anis, Maya, Jaishin, Brianna, tellement membres de nos équipes qui travaillent là-dessus et tout le public qui est ici avec nous aussi, votre engagement avec le projet. On a eu des conseillers et conseillères incroyables sur ce projet. C'est la communauté qui a fait que ce projet soit possible. On va rester quelques minutes parce qu'on a besoin d'être ensemble. Mais si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer et on vous souhaite une excellente journée, que vous faites quelque chose pour prendre soin de vous. Après, manger le dîner, boire de l'eau, lire un bon livre, regarder du TikTok comme Sarah et moi, mais prenez soin de vous. Merci.